Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Vox Africa. Nous sommes toujours à Bamako, au Mali, et celui que nous recevons aujourd'hui est devenu une figure emblématique du panafricanisme et de la lutte contre l'impérialisme en Afrique notamment. C'est le professeur Franklin Nyamsi. Professeur, bonsoir. Bonsoir, cher Jules, et bonsoir aux téléspectateurs de Vox Africa que je suis content de retrouver. Je me demande si on doit encore vous présenter. Vous avez pris une ampleur ces dernières années, vous êtes sorti des amphis, vous avez saisi l'opportunité qu'offrent aujourd'hui les réseaux sociaux pour vous adresser à la jeunesse africaine. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre une décision pareille? Cette décision est venue d'un constat, mon cher Jules Domché, c'est la domination de l'opinion africaine par des médias excentrés d'Afrique. Vous savez, pendant très longtemps, moi j'ai grandi au Cameroun, pendant les 20 premières années de ma vie, l'information sur l'Afrique, c'était d'ouvrir son transistor et plus tard sa télé, savoir ce que disait RFI, ce que disait TV5, ce que disait BBC, oui, ce que disaient les chaînes La Voix de l'Amérique. C'était ça. Pour savoir ce qui se passait en Afrique, à partir de l'Afrique, on écoutait ce qui se disait sur l'Afrique en Occident. Alors, il y a un constat qu'on doit faire. C'est précisément à cause de cette domination médiatique de la pensée occidentale dans l'espace africain que les élites africaines, les jeunes Africains capables de produire un développement africain endocentré se sont retrouvés en minorité dans nos sociétés. Pourquoi? Parce que les idées justes, vraies, fécondes, opérationnelles n'ont pas été dominantes. Alors moi j'écris des livres, donc j'ai procédé de manière classique. Bien sûr. J'ai fait du militantisme politique très vite. J'ai été syndicaliste et estudiantin au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Mais très vite j'ai compris qu'avec la révolution cybernétique, il était possible de trouver un canal pour toucher l'opinion en Afrique, un canal qui soit encore plus performant que les médias d'État, une autre institution du mensonge. Les médias d'État, dans la plupart des républiques bananières africaines issues du processus néocolonial, répètent à non, bien sûr, la dictée néocoloniale ou la dictée des dictateurs. Il fallait donc trouver dans les réseaux sociaux cette troisième voie. Je m'y suis installé patiemment au début des années 2000. J'avais 10 personnes qui regardaient mes vidéos, parfois même 5 pour certaines. Si vous remontez sur ma page Facebook ou sur ma page YouTube, allez voir les premières vidéos. Pour certaines, elles sont même encore à 10 vues. Mais en fait, ce média, le média social que les Africains doivent développer, a 3 avantages pour moi. Premier avantage, il permet de transmettre facilement ce qu'on a appris difficilement. Parce qu'on est obligé d'être dans l'interaction. Bien sûr. Deuxième avantage, il coûte moins cher d'accès pour les citoyens. Et pour quelques unités, on peut regarder une vidéo de 2 minutes du fond d'un champ, d'un campement d'Afrique. Et enfin, il y a un dernier avantage, ces médias permettent de construire une résistance, justement, au double mensonge néocolonialiste, impérialiste et dictatorial. Voilà comment je me suis installé sur ce mode de communication. Et j'avoue que maintenant, voilà, on me connaît, mais j'ai commencé il y a longtemps, il y a plus de 20 ans. Justement. Alors, on a essayé de faire cette interview à Paris plusieurs fois. C'était pas possible. Le hasard a voulu qu'on se retrouve ici, à Bamako. Et je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, vous étiez déjà à Bamako. Qu'est-ce qui justifie cette fréquence sur Bamako ces derniers temps, professeur Nyamsi? Il y a là encore 3 raisons. La première raison est une raison épistémologique. En tant qu'intellectuel qui produit de la littérature, de la philosophie, de l'analyse politique sur l'Afrique, je ne peux pas me permettre d'être sevré du contact concret et du contact régulier au continent sur lequel j'ai décidé de travailler à produire des concepts. Donc, épistémologiquement, je fais de l'observation participante. La deuxième raison, c'est que, au plan politique, comme au plan des sociétés civiles africaines, l'apport, mon modeste apport à l'éveil, à l'éducation citoyenne, est de plus en plus positivement reçu. La première fois que je suis revenu dans ce pays, il y a maintenant 2 semaines, c'était à l'invitation des autorités du pays. Et je tiens à vous faire remarquer que le président Assimi Goïta, le premier ministre Choguel Kokala Maïga m'ont invité à venir à leur rencontre, alors même qu'ils savent que dans mon parcours d'analyse critique de la situation malienne, il m'est arrivé de critiquer leur politique. Par exemple, quand il me semblait accorder trop de crédit aux représentants de la domination néocolonialiste occidentale et notamment française dans la sous-région, qu'est incontestablement M. Ouattara, j'ai produit des analyses critiques en leur disant, vous vous trompez, il vous conduira littéralement à un embargo, il va vous livrer
à la CEDEAO, une CEDEAO instrumentalisée par ceux qui ne vous pardonnent pas d'avoir voulu diversifier les relations géopolitiques de votre pays. Donc il y a des autorités politiques africaines qui perçoivent positivement mon travail critique et qui m'accordent l'hospitalité que d'autres dictatures du continent, bien sûr, ne m'accordent pas. Enfin, il y a une troisième raison. Produire des idées, s'engager dans les luttes d'un continent, ça crée des liens. Et il m'arrive, en Normandie, de recevoir, littéralement sous la forme d'une injonction, mais pleine de compassion, l'appel de Centrafricains, de Togolais, de Maliens, de Sénégalais, qui me disent « Mais vous n'avez pas parlé de nous depuis. Pourquoi vous ne parlez pas de nous? Nous avons la même situation que, je ne sais pas, les Maliens, les Ivoiriens, les Camerounais dont vous parlez souvent, les Centrafricains. » Il y a une demande des sociétés civiles, une demande d'expertise, une demande d'accompagnement. Et pour moi, la solidarité, c'est ça. Justement. Alors, professeur Niamsi, je voudrais maintenant qu'on revienne un peu à la situation sociopolitique et même géopolitique au Mali. Vous qui avez une parfaite maîtrise, qu'est-ce qui est en train de se jouer aujourd'hui au Sahel avec le Mali comme point d'orgue pour nos téléspectateurs? Premièrement, je pense que vos téléspectateurs et tous les Africains, toutes les Africaines doivent se souvenir de ceci. L'Afrique a été construite en 3 périodes. On va appeler une première période, je l'appelle la période pré-occidentale ou pré-orientale, lorsque les Africains se définissaient par eux-mêmes. Il est important que vous sachiez que les Africains ne s'appelaient pas Africains. Le nom le plus général utilisé sur ce continent pour désigner les populations, c'était Kemet, que certains prononcent encore Kémite. Pendant 4000 ans, la plus grande civilisation du monde, qui se situait dans la zone de l'Égypte, de la Nubie, du Soudan, de l'Éthiopie actuelle jusqu'aux portes de la vallée du Rift, cette civilisation-là s'appelait Kemet. Lors de la rencontre de cette civilisation avec l'Occident romain, parlant latin, est produit le mot affaire, africanus, qui veut dire noir. C'est la deuxième période qui commence. Le déclin de la grande civilisation négro-égyptienne de l'Antiquité s'accompagne désormais de la prise de possession de la Méditerranée et progressivement de l'Afrique du Nord par les Latins, par les Romains. Ils créent le concept d'Africanus, d'Africa, pour désigner tout le continent par la caractéristique, la couleur de peau des populations. À l'époque, ce n'est pas discriminatoire. C'était vraiment une description, on va dire, neutre. Cette époque-là, c'est donc celle que j'appelle l'époque de l'Afrique, on va dire, cette époque marque le début de l'Afrique occidentale. Oui. L'Afrique occidentale commence. Oui. Elle va avoir un moment terrible, c'est le moment de la traite des Noirs, où on va assigner toute une population mondiale par la couleur de sa peau au statut de marchandise. Ce moment, 19e siècle, est suivi par la colonisation. Cette colonisation, face à la lutte, face aux résistances des peuples africains, aboutit sur ce qu'on a appelé la décolonisation. Et en très bonne partie, cette décolonisation était frauduleuse, notamment dans l'espace francophone. C'est la fameuse décolonisation à la De Gaulle et Foccart, où on dit que vous êtes indépendant, mais on confisque la gestion de votre monnaie. On dit que vous êtes indépendant, mais on contrôle vos armées. On dit que vous êtes indépendant, mais on décide de qui doit être président de la République et même de qui doit être ministre chez vous. On dit que vous êtes indépendant, mais on aide les dictateurs à maintenir les peuples dans la suggestion, tout en réprimant la migration de ces pauvres abandonnés par des États faillis. Ce qui se passe au Mali, Jules Domché, c'est la suite de cette logique. Car en fait, le Mali a été déstabilisé, comme on le voit aujourd'hui, à partir de 2011, quand la coalition occidentale, avec à sa tête la puissance française, a détruit l'État libyen. Cette destruction s'est faite dans le cadre d'un plan coordonné. La destruction de l'État libyen devait entraîner la déstabilisation du Sahel. Vous voyez comment ça descend. Le Sahel déstabilisé, on avait ce que le président Emmanuel Macron appelait les États faillis. Ces États étant faillis, qui prospèrent quand l'État faillit? Ce sont les terroristes, ce sont les bandits. Et devant cette prospérité des terroristes, des bandits qui ont été favorisés, on propose donc une offre, c'est la recolonisation militaire de l'Afrique. On repositionne sur toute la bande sahélienne, comme vous le voyez, les forces occidentales. On remet en place un immense commandement militaire américain du continent africain. C'est la réalité. L'Afrique est encerclée de troupes. Rien que de la part de la puissance française, il y a 12 000 hommes en armes qui quadrillent l'Afrique. Camp de Libreville, camp de Djibouti, camp de Dakar et camp d'Abidjan, sans oublier les camps militaires intermédiaires qui vont du Centrafrique jusqu'au Sénégal, si on voit la diagonale. Tout ce qui a été mis en place là, à partir de 2011, c'était la recolonisation militaire du continent. Et si vous suivez l'actualité, vous entendez les mêmes dire que le golfe de Guinée est en train d'être instable, parce qu'il y a des terroristes qui ont frappé au Bénin, qui frappent au Cameroun, et qu'il leur faudrait
aidé à la sécurisation du golfe de Guinée en faisant quoi? En installant des bases militaires occidentales dans toute cette région. Donc vous voyez, c'est un business plan. On casse la Libye. Par effet domino, le Sahel est déstabilisé. On positionne les armées au Sahel pour, soi-disant, combattre le terrorisme. Mais en fait, on stabilise le terrorisme. Et on l'entretient même d'ailleurs parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'entre 2011 et aujourd'hui, le terrorisme n'a jamais autant prospéré dans cette partie de l'Afrique. Mais il y a autre chose que j'ajoute, qu'on ne voit pas souvent dans les analyses. Les terroristes appartiennent à deux organisations qui sont plutôt bien connues maintenant par les spécialistes. Al-Qaïda, qui est souché sur Al-Qaïda au Moyen-Orient, l'organisation patronale est au Moyen-Orient, et l'État islamique, qui est une branche de l'État islamique au Moyen-Orient. Mais tenez-vous bien tranquille, quelles sont les puissances du Golfe Persique et du Moyen-Orient qui financent les deux organisations en question? On le sait de manière officielle et visible, on l'a vu notamment avec la crise en Afghanistan. Pour Al-Qaïda, la base arrière, c'est le Qatar, c'est Doha. Vous avez bien vu les talibans reprendre le pouvoir à Kaboul à partir de leur base arrière au Qatar. Et toutes les informations disponibles sur toutes les plateformes de recherche indiquent que le financement de l'État islamique vient en très grande partie de l'Arabie Saoudite. Or, ces pays sont les premiers clients en vente d'armes des grandes puissances de la coalition occidentale qui prétendent par ailleurs lutter contre le terrorisme en Afrique. Il y a un problème. Vous faites des affaires, vous êtes les principaux fournisseurs d'armes à des puissances du Moyen-Orient, du Golfe, qui sont des financières, volontaires ou involontaires, en tout cas l'argent part de là-bas, les armes aussi, d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Et vous prétendez accompagner les Africains pour combattre ceux dont vous favorisez la puissance. Voilà la contradiction que le Mali a levée par la grande décision géopolitique de chercher dans son alliance avec la Russie une solution non occidentale d'alliance pour combattre efficacement contre le terrorisme. Et on voit les résultats. En 6 mois, dans ce pays, de mise en place de cette nouvelle orientation géopolitique, la peur a changé de camp. Les résultats sont là. L'État malien est en train de reprendre position sur son territoire. Phénomène que j'avais observé en Centrafrique, où 80% du territoire était contrôlé par les groupes armés. Les groupes armés, justement. La coopération russo-centrafricaine a repris 90% de territoire sous le maillage de l'État. Donc, ce qui se passe ici au Mali, c'est que les Africains ici ont pris une grande décision. Pour la paix et la sécurité, ils ont décidé de prendre des décisions qui fâchent ceux qui veulent maintenir, par l'instrumentalisation du chaos, eh bien, la suggestion, la soumission du continent africain. Et c'est un moment épistémologique majeur. Toutes les menaces qui pleuvent sur le Mali, 17 pays qui ont menacé le Mali en décembre 2021, les menaces, les tentatives de mise en place de résolution des Nations Unies. Les sanctions. Pour sanctionner, les sanctions de la CEDEAO. Tout ça répond au fait que ce changement de paradigme qui va faire basculer l'Afrique dans la marche vers une vraie indépendance, ce changement de paradigme est mal vécu par ceux qui considèrent dans leur doctrine politique, dans leur vision du monde, que l'Afrique doit être essentiellement une plantation, une mine et un marché d'écoulement de leurs produits finis. Que l'Afrique ne doit jamais devenir une puissance autonome sur les plans économiques, militaires, géopolitiques, sur le plan diplomatique. D'accord. Alors, professeur Niamsi, je voudrais effectivement aborder avec vous une question un peu plus personnelle. Oui. Vous êtes en France, vous y avez fait vos études, vous y vivez, et beaucoup de gens se demandent comment il arrive à faire. Il est aujourd'hui celui qui incarne, parmi tant d'autres, la lutte contre l'impérialisme français. Comment est-ce que ça se traduit dans votre quotidien aujourd'hui? Est-ce que vous êtes encore libre de mouvement en France? Comment vous arrivez? Parce que ce que vous dites est suffisamment grave et n'arrange certainement pas les autorités françaises. Oui, ce que je dis est suffisamment vrai. J'aime bien que ce soit le vrai qui soit grave ici et non pas le grave qui soit vrai. La France n'est pas uniforme. D'abord, il faut le souligner. Dans ce peuple-là, il y a deux traditions qui s'affrontent. Il y a la tradition impériale, coloniale, néocoloniale, qui a abouti à ce qu'on appelle aujourd'hui l'organisation mafieuse de la France-Afrique. Globalement, donc, l'association de l'élite corrompue de la Ve République française avec les élites corrompues de l'Afrique dite francophone. Ça, c'est la ligne impériale, hein, c'est la ligne négrière, coloniale, néocoloniale, qui a abouti à la France-Afrique. Il y a une autre ligne. Quand vous écoutez des citoyens français, des députés comme André Chassaigne, quand vous écoutez Frédéric Dumas, quand vous écoutez Sébastien Nadeau, vous vous rendez compte qu'il y a une autre France, celle de Jean-Paul Sartre, celle de Jaurès. Il y a de grands Français
dans le domaine politique comme dans le domaine intellectuel, qui ont toujours voulu faire de la puissance française, non pas une puissance impériale, mais une puissance morale. En tant que citoyen français d'adoption, je me reconnais dans cette France-là qui veut se bâtir en puissance morale. Et à ce moment-là, faire briller tout ce qu'elle a apporté aux lettres, tout ce qu'elle a apporté aux sciences, tout ce qu'elle a apporté de positif. Mais les gens vous répondront que la politique ne fonctionne pas avec les lettres, avec la philosophie, avec la morale. Si la France veut être une puissance, elle doit pouvoir avoir l'uranium pour ses centrales nucléaires, elle doit pouvoir avoir le pétrole, elle doit pouvoir avoir toutes ses ressources naturelles. Et je leur répondrai avec beaucoup de bonheur. Heureusement que pour dire cela, déjà, ils utilisent des lettres, des paroles, des mots. Heureusement que pour fabriquer le franc CFA, on utilise du papier et de l'imprimerie. En fait, Victor Hugo, un autre grand Français, l'a dit. On dit souvent que le poète et le philosophe sont dans les nuages, mais je voudrais faire remarquer aux uns aux autres que le tonnerre aussi est dans les nuages. C'est dans le domaine de la pensée que les grandes révolutions se font et elles se traduisent ensuite par des mouvements de masse pour se concrétiser dans la vie des hommes. Donc, ne séparons pas ici la dimension théorique, c'est-à-dire la vision de la puissance française, des conséquences concrètes. Moi, je pense qu'il est possible que la France devienne une puissance modeste, une puissance morale, en entrant dans des relations gagnant-gagnant avec tous les peuples du monde qui pourraient être porteurs, je ne sais pas, de ces richesses dont elle a besoin pour continuer à vivre, mais en reformant son modèle économique, en reformant son modèle politique. J'ai proposé en France quelque chose qui dérange aussi, mais qui est pourtant vrai, puisque la France a des départements et des territoires d'outre-mer. Mais la France devrait être une fédération et non pas une république. C'est le modèle fédéral qui convient à la France et qui associerait la métropole, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, bref, tous les territoires qui ont accepté ou qui sont restés. Vous savez que c'est un discours qui passe très mal en France. Mais pourtant, c'est un discours de vérité. Parce que vous voyez très bien qu'en France, la classe politique française est essentiellement dominée par les Blancs, catholiques et appartenant aux familles de pouvoir, ce qu'on appelait les fameuses 200 familles. La France plurielle, la France, la multiculturalité, la multiculture n'est pas reconnue, cette France-là. Alors, maintenant, en France, mon métier, c'est professeur. En tant que professeur, j'enseigne dans un cadre où il y a, comme vous le savez, les exigences d'objectivité, les exigences de rigueur, qui, de toutes les façons, sont contrôlées par des inspections. Et je fais partie, sans m'en vanter, des meilleurs professeurs de philosophie de ma génération en France. Du point de vue du travail que je produis, je n'ai jamais fait l'objet d'une quelconque démarche disciplinaire ni d'une faute. Ce qu'on me reproche, c'est d'être un peu le Jean-Paul Sartre de l'Afrique. C'est d'être l'anti-Bernard-Henri Lévy, qui est un agrégé de philosophie. Vous voyez tout le temps à la télévision française des gens qui sont professeurs émérites, professeurs à telle ou telle université, dans telle ou telle école, des gens en leurs grades et qualités qui expriment des positions qu'on peut critiquer. Bien sûr. Je suis victime en France d'une discrimination en raison de mes origines. On me traite comme on ne traite aucun autre intellectuel français, appartenant pourtant au corps des enseignants. On me traite comme cela parce qu'on considère que les idées que je développe sont de nature donc à l'encontre des intérêts de la France. À remettre en cause cette France-Afrique-là, cette France corrompue, et à promouvoir la France morale, la France modeste, la France humble, la France plurielle, la France fédérale, qui, à mon avis, est la seule qui soit viable et qui aura l'humilité nécessaire pour demander poliment à l'Afrique ce dont elle a besoin et donner poliment à l'Afrique ce que l'Afrique lui demande. Alors revenons en Afrique, laissons la France pour revenir ici au Mali. Il y a de plus en plus des voix qui se lèvent justement pour critiquer ce qui se fait ici. Et ces voix ne viennent pas toujours de l'Occident, elles viennent pas très loin. On parle d'une volonté des autorités en place de prolonger indéfiniment la transition, ce qui a conduit à des sanctions très sévères de la CEDEAO. On se rend aussi compte que au quotidien, justement, il y a un travail qui est fait pour diaboliser en quelque sorte les autorités maliennes et ce qui est en train de se faire ici au Mali. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie qu'on soit dans ce cas de figure? Je commencerai par les observations sur la CEDEAO, qui, le 9 janvier 2022, comme vous le savez, a infligé des sanctions contre le gouvernement de transition et le peuple malien. Il est important que les Africains sachent que les sanctions du 9 janvier 2022 contre le Mali ne sont pas prévues par les textes. Ça, on le sait. Cela a été répété par le président du Niger, Mohamed Bazoum, en présence du président français Emmanuel Macron. Il a dit l'embargo et toutes les sanctions
économiques qu'on a prises contre le Mali ne sont pas prévues dans nos textes. Donc c'est illégal. Et qui plus est, le Mali, c'est un État sans littoral. C'est un pays enclavé. Ouais. Vous permettre d'empêcher que les transactions commerciales, financières, que les échanges humains se fassent avec un pays sans littoral, c'est un acte criminel. Alors, quel est le problème? C'est que la CEDEAO n'est plus une organisation, peut-être même qu'elle ne l'a jamais vraiment été, au service des peuples. C'est une organisation qui est dirigée par le haut. Il y a une institution fantomale au sommet de cette organisation qu'on appelle la conférence des présidents. Dans cette conférence des présidents, il y a un individu qui est le grand manipulateur de la sous-région. C'est incontestablement Alassane Dramane Ouattara, l'actuel président par usurpation de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il fait? Jules Domché. Mais il a été élu, Alassane Ouattara. Il n'a jamais été élu. L'article 55 de la Constitution ivoirienne... Je ne voudrais justement pas qu'on angle là-dedans. Je sais que c'est un de vos autres sujets de passion, la Côte d'Ivoire. Avançons justement. Continuez le développement. Vous ne comprendrez pas le problème de la CEDEAO, Jules. Justement. Vous ne me ferez pas oublier ma démonstration. Allez-y. Je sais que c'est un de vos points forts. Allez-y. Hein? Vous voulez que j'oublie ma démonstration, je ne vais pas l'oublier. Non, non, je ne voudrais pas, mais je voulais juste pas qu'on se gare, parce que le Mali nous intéresse. Et vous allez voir qu'on va bien se retrouver. Le principal personnage qui influence la conférence des présidents de la CEDEAO, c'est incontestablement M. Alassane Ouattara. Il joue de son passé d'ancien directeur général adjoint du FMI, de connaisseur des institutions financières internationales, pour se présenter auprès des autres chefs d'État comme celui qui peut débloquer leurs difficultés. De l'autre côté, il se présente comme le meilleur garant de l'ordre néocolonial français dans la sous-région. Mais le président en exercice de la CEDEAO actuellement, au moment des sanctions, ce n'est pas Ouattara. Mais pourtant, tous les éléments mettent M. Ouattara en première ligne. Qui est le président de la commission de la CEDEAO? Vous savez, c'est M. Jean-Claude Brou. Il a été désigné par M. Ouattara et il produit des communiqués sans consultation de la conférence des présidents. Lisez la plupart des communiqués produits par la CEDEAO ces 3 derniers mois. Ils sont signés la commission. La commission, ce n'est pas la conférence des présidents. Pourtant, cette commission est sur une ligne offensive contre le Mali. Pourquoi? Parce qu'en fait, les chefs d'État qui composent la CEDEAO souffrent tous d'un vice de légitimité au niveau même de leur propre pays. Regardez l'élection qui a amené Nana Akufo-Addo au pouvoir au Ghana. Regardez le processus électoral ivoirien avec Ouattara qui bat un certain KKB, quelqu'un qui, de toute évidence, ne pouvait même pas gagner une élection communale avec les autres poids lourds de l'opposition ivoirienne. Regardez la situation dans des pays comme le Togo, où depuis 2005, M. Faure Gnassingbé a constamment utilisé la force quand il le fallait pour se maintenir au pouvoir. Regardez la situation du Burkina, qui a fini par basculer dans un coup d'État. Regardez la situation de la Guinée. Il y a un problème. Les institutions de la CEDEAO ne sont pas légitimes. Et la crise de légitimité de la CEDEAO la rend d'autant plus instrumentalisable par les puissances occidentales, et notamment la puissance française. Pourquoi? Argument. Toutes les décisions de la CEDEAO, Jules Domché, contre le Mali ont été annoncées avant les autorités de la CEDEAO par des autorités françaises. Madame Parly, la ministre de la Défense, Monsieur Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, et même le président Macron. Même le président Macron ont annoncé les sanctions contre le Mali avant la conférence des présidents. Et on dit que c'est la CEDEAO qui allait punir le Mali. On a bien compris qu'ils avaient donné l'ordre à ceux qui, au sein de la CEDEAO, veulent servir les intérêts convergents avec eux, d'utiliser cet organe pour écraser la décision géopolitique prise au Mali de combattre le terrorisme avec d'autres que ceux qui sont de près ou de loin complaisants, voire complices. Mais avec comment on sort de tout ça, professeur Franklin Nyamsi? Parce que le reproche qui est actuellement fait justement aux autorités de transition, c'est de n'avoir pas proposé un calendrier raisonnable, selon certains, pour sortir de cette phase exceptionnelle. Mais Jules, ça nous renvoie à la question de savoir qu'est-ce que la démocratie? Est-ce que la démocratie, c'est de se soumettre aux décisions de la conférence des présidents de la CEDEAO quand on est peuple malien? Ou est-ce que la démocratie, c'est d'organiser une consultation large des forces de la société civile, politique malienne, pour dégager un consensus? Il me semble, selon la définition occidentale de la démocratie, que c'est le peuple qu'il faut consulter. On a vu ici les ANR en décembre 2021, 90 000 délégués venus du pays entier. La proposition d'une transition de 6 mois à 5 ans est venue du peuple. Mais pour prendre une référence, la France. La transition entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, et la Constitution de 58, période pendant laquelle l'homme politique dominant la France s'appelait Charles de Gaulle, elle a duré combien d'années? Si vous y ajoutez les 5 années de 1940 à 1945, durant lesquelles il s'est autoproclamé, au prix d'une rébellion et d'un coup d'État, chef de l'État français, vous verrez que M. de Gaulle a fait pratiquement 30 ans, dont 20 ans de transition politique pour fonder la 5e République française.
Le Mali... C'est pas ce que vous souhaitez au Mali. Non, mais le peuple malien a simplement proposé une période qui irait de 6 mois à 5 ans. Le gouvernement de transition a ramené la période à 4 ans. Qu'est-ce que ça coûtait à la CEDEAO de proposer, justement, de couper la poire en deux, par exemple, de dire, bon, nous, on vous propose 3 ans. Parce que la complexité des problèmes du Mali dont vous faites état fait qu'on est obligé, quelque part, de tenir compte de l'aspiration du peuple à avoir la sécurité, la paix, de retour sur le territoire avant les consultations. Au lieu de leur faire une offre, une contre-offre, on les a livrés à la vindicte internationale. Et le 11 janvier 2022, le Mali a échappé à une résolution de l'ONU qui aurait fondé une action punitive militaire de la coalition occidentale contre lui. Parce que si la résolution introduite par la France était passée au Conseil de sécurité de l'ONU le 11 janvier, le gouvernement Assimi Goïta Choguel Kokala Maïga ne serait plus là. La coalition aurait, sous le prétexte de rétablir la démocratie, comme en Libye, elle aurait attaqué. Et détruit le Mali. Et détruit. Parce que quand on voit ce que la Libye est devenue aujourd'hui. Bien sûr. Alors je voudrais qu'on revienne un peu sur ce qui a fait l'actualité ces dernières semaines. C'est le départ des forces armées françaises. Et ce qui a semblé curieux aux yeux de certains Africains, c'est qu'elle ne va pas bien loin. Est-ce qu'on ne court pas le risque au Mali que la France, qui pour une fois s'est sentie, je vais utiliser les mots qu'on a beaucoup entendus, humiliée? Parce que pour une fois, on a vu la classe politique française de l'extrême droite en passant par l'extrême gauche se sentir offusquée que l'ambassadeur du Mali ait été expulsé du Mali. Et de France, oui. L'ambassadeur de France, oui. Autant pour moi, a été expulsé du Mali. Est-ce qu'aujourd'hui, la France ne va pas vouloir se venger, professeur Fontaine? Du point de vue du peuple malien et des dirigeants maliens, la question de la vengeance de la France ne se pose pas. Il y a un proverbe ouest-africain qui dit « Cabri mort n'a pas peur de couteau ». Sans la supposée vengeance potentielle de la France, les Maliens meurent par milliers. Donc qu'est-ce qui peut leur arriver de pire que ce qui leur arrive déjà? La question ne se pose pas en ces termes-là. La question se pose dans les termes suivants. Quelle est la solution à l'instabilité structurelle qui a été installée contre le peuple malien à la suite de la déstabilisation de la Libye et du Sahel? Les Maliens regardent, il me semble, pour une fois, la question qui se pose à eux avec les yeux de l'objectivité politique. Objectivement, on ne peut pas combattre le terrorisme en s'appuyant sur ceux qui l'ont facilité. Objectivement, même au prix de la supposée vengeance de ceux à qui on demande de rentrer pacifiquement chez eux, il vaut mieux chercher la vraie sécurité qui passe par la maîtrise du territoire malien par l'État malien en coopération avec des alliés non impérialistes. Il vaut mieux cela et dans ces conditions-là affronter, s'il le faut, tous les diables de l'enfer, que de rester dans l'enfer. Parce que le Mali est en enfer, là. C'est un pays où, ces 6 dernières années, par exemple, on ne faisait pas une semaine sans compter 40 morts, 50 morts. C'est la situation. Alors, y a-t-il pire vengeance pour un peuple que de se laisser tuer de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année? La puissance française doit réviser son logiciel. Moi, j'ai pendant plus de 20 ans... Mais vous voyez bien qu'elle ne veut pas partir. La preuve, c'est qu'ils disent, bon, on va quitter le Mali, mais on va au Niger voisin. Aucune puissance coloniale n'est partie volontairement. Les puissances coloniales et impériales partent toujours contre leur gré. Alors, la volonté des peuples nigériens, burkinabés, est exactement celle du peuple malien. Je ne connais pas aujourd'hui un seul peuple africain qui serait vraiment consulté, que ce soit par un référendum ou par des sondages sérieux, et qui vous dirait... Nous souhaiterions que l'armée française reste sur notre sol. Il y a une volonté populaire, elle est très forte, elle commence à se traduire par des dirigeants authentiquement panafricains, républicains, qui aiment leur peuple, qui aiment ce continent. Et ces dirigeants sont obligés de dire ce que les peuples veulent. Les peuples ne veulent plus d'une collaboration avec des puissances qui ont un double jeu avec les Africains. D'un côté, elles coopèrent avec les puissances du Golfe et elles détruisent les territoires africains où des États forts, comme l'État libyen, sont en train de se construire, et de l'autre, elles prétendent venir réparer les conséquences de leur politique. La politique du pompier pyromane a fait son temps, elle a fait long feu. Alors, comment comprendre cette nouvelle mode qui est en train de revenir, des coups d'État, les militaires à la tête des États, Burkina récemment, Mali, Guinée? Qu'est-ce qui peut justifier justement ce retour en force des hommes en tenue? Il y a plusieurs types de coups d'État. Et voilà pourquoi je pense qu'il ne faut pas avoir sur les coups d'État une position a priori. Parce que les positions a priori, de toutes les façons, seront toujours déçues par la réalité. Il y a le coup d'État néocolonialiste
qui est télécommandé par une puissance étrangère qui veut installer ses hommes de paille. Souvent exécutés par les mercenaires. En ce moment, on parle beaucoup de mercenariat en Afrique. L'Afrique en a connu plusieurs. Il y a le coup d'État, c'est la révolution de palais. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un régime qui est lui-même déjà un régime un peu brutal, autoritaire, il y a soudain un arrangement interne qui se produit. Par exemple, comme le duel dans notre Cameroun natal, dans les années 82, entre Amadou Ahidjo, qui voulait s'en aller tranquillement, mais qui voulait rester, et Biya. Ça va donner les événements de 1984. On ne peut pas dire qu'en 1984, ce soit la France ou n'importe quelle autre puissance étrangère qui ait soutenu ceux qui ont voulu renverser le régime de Paul Biya. C'était un coup d'État sous forme de révolution de palais, puisqu'on estimait qu'il n'avait pas rendu la récompense à celui qui lui avait cédé le pouvoir. Ça, c'est le deuxième type de coup d'État. Et enfin, il y a ce que j'appelle les coups d'État révolutionnaires. C'est-à-dire des coups d'État qui s'inscrivent en aboutissement d'un processus d'insurrection civile, populaire, et qui prennent à cœur de réaliser les aspirations fondamentales du peuple. Ce que nous voyons ici au Mali, c'est cela. Et vous pouvez regarder le coup d'État malien, qui, comme aboutissement d'une insurrection populaire, et le comparer par exemple au coup d'État au Tchad. Vous voyez très bien que les débits, père et fils, et notamment le fils, n'arrivent pas là au terme d'une insurrection populaire civile épousant toutes les forces de la société demandant un changement. Au contraire, c'est contre le mouvement civil, c'est contre la demande profonde du peuple qu'il est. Donc une fois qu'on a fait cette distinction entre coup d'État néocolonialiste, coup d'État révolution de palais et coup d'État révolutionnaire, on doit regarder l'Afrique de l'Ouest en se demandant de quelle nature est le coup d'État de Guinée. Pour ma part, je l'observe encore. Je ne serais pas capable aujourd'hui de vous dire avec une certitude suffisante que ce coup d'État a toutes les allures d'un coup d'État révolutionnaire. Car un certain nombre de décisions révolutionnaires qui sont les aspirations du peuple guinéen ne sont pas encore prises. Au Burkina, c'est pareil. On est dans une phase d'hésitation. C'est encore peut-être très tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Mais pour la Guinée, c'est à peu près un coup d'État qui a le même âge que le régime malien. Et on voit très bien qu'il y a pas mal de choses qui traînent. Mais j'attire votre attention sur une chose. Il y a eu un coup d'État au Burkina, il y a eu un coup d'État en Guinée, il y a eu un coup d'État au Mali. Mais comment ça se fait que la CEDEAO s'acharne contre le Mali, mais ne s'acharne pas contre le Burkina, ne s'acharne pas contre la Guinée? Vous allez nous répondre. Qu'est-ce qui justifie la différence? C'est que la CEDEAO, qui est au service des intérêts du néocolonialisme occidental, observe les deux coups d'État du Burkina et de la Guinée et essaie de voir comment elle peut les contrôler, les récupérer. Si elle se rend compte, par exemple, que les Burkinabés décident de prendre la même décision géopolitique que les Maliens à propos de la lutte contre le terrorisme, vous allez voir la CEDEAO s'abattre, vous allez voir l'Union africaine instrumentalisée s'abattre, vous allez voir des tentatives de résolution aux Nations Unies. Pareil en Guinée, ils sont en phase d'observation. Et il n'y a qu'à voir les questions qui ont été posées à ce sujet au président Alassane Ouattara par les chaînes RFI et France 24. On lui a demandé qu'est-ce qui explique ce 2 poids 2 mesures. Vous acceptez de frapper fort sur le Mali, mais on ne vous voit pas avec autant de virulence contre le Burkina et contre... Et il a dit, on les observe. On les observe. Ça, c'est inacceptable. Soit, bon, on a une position a priori, on condamne tous les coups d'État, ça c'est ce que disent les principes de la CEDEAO, et on applique les mêmes sanctions à tout le monde, y compris, et j'ajoute, j'ai parlé de 3 coups d'État, mais je parlais des coups d'État militaires. Mais il y a le coup d'État constitutionnel civil. Bien sûr. Donc M. Ouattara en Côte d'Ivoire, M. Biya au Cameroun, M. Bongo au Gabon, M. Gnassingbé au Togo sont des spécialistes. Ce sont des putschistes civils. Bon, on a des organisations politiques continentales qui condamnent certains coups d'État militaires, surtout les coups d'État révolutionnaires, et qui, bien sûr, sont complaisants envers les coups d'État révolution de palais et envers les coups d'État constitutionnels. Alors, c'est inacceptable. Professeur Niamsi, beaucoup d'Africains se sont posé la question de savoir pourquoi la France a-t-elle autant soutenu le coup d'État au Tchad? C'est une question qui a préoccupé. De mémoire de journaliste, je n'ai jamais vu le chef de l'État accompagné de son ministre des Relations extérieures pour aller installer quelqu'un qui a pris le pouvoir par la force. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie qu'il était vital pour la France d'être en N'Djamena à ce moment-là? Le coup d'État du Tchad est une révolution de palais. C'est un ajustement d'un régime qui, vous le savez, a été imposé par la puissance française dans les années 90, le régime des débits. Ce régime se trouve être pourvoyeur de la force supplétive militaire la plus importante d'Afrique francophone pour l'influence militaire française dans la sous-région. Ce régime offre à la France une base stratégique. Les camps militaires français du Tchad permettent à la France de maintenir une pression, une présence, y compris politique, en Afrique centrale.
Pour toutes ces raisons, la France-Afrique, l'élite française de la France-Afrique, voit d'un très mauvais œil l'arrivée d'un régime authentiquement démocratique, populaire, panafricain en N'Djamena. Voilà pourquoi l'opposition tchadienne est l'une des plus ostracisées au monde. Et c'est le cas pour l'opposition camerounaise, c'est le cas pour l'opposition togolaise, partout où on estime que les intérêts stratégiques, c'est-à-dire la fourniture en matières premières, c'est-à-dire la présence militaire, c'est-à-dire la présence des multinationales françaises, eh bien, pourraient être revus à la baisse en raison des mutations politiques profondes, on soutient mordicus eh bien, des dirigeants vomis par leur peuple, on soutient mordicus des dirigeants antipopulaires et anti-africains. C'est la règle, mais on leur demande de changer parce que cette règle produit les migrations sauvages du Sahara, cette règle produit le recrutement du terrorisme, parce que où est-ce qu'on recrute les terroristes? Parmi ceux-là dont les États ne s'occupent pas. Et cette règle produit ce qu'ils appellent le sentiment anti-français, qui est une réaction humaine normale, après pratiquement 5 siècles de domination unilatérale. Alors, dernière question et on a terminé. C'est après avoir fait ce diagnostic, après avoir regardé ce qui est en train de se passer en Afrique, comment on procède pour y arriver? Quelle est la méthode? Parce que les Africains aujourd'hui, on le voit, on le ressent, sont épris de liberté. Il y a une nouvelle génération qui ne peut plus et ne veut plus accepter n'importe quoi, mais elle est encore, me semble-t-il, suffisamment faible, suffisamment fragile. Oui. Et parfois incomprise, manque cruellement de moyens. Comment on fait pour que, comme nos dévanciers, cette nouvelle génération ne soit pas sacrifiée? On se rappelle des Sankara, des Lumumba, qui étaient des révolutionnaires très isolés et abandonnés. Et isolés et qui se finissent et qui, pour finir, ont été abandonnés. Est-ce qu'on n'a pas peur, justement, que ces nouvelles autorités au Mali, que des gens comme vous et plein d'autres, disparaissent et d'autres, disparaissent parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils sont isolés, parce qu'ils n'ont pas tous les moyens nécessaires pour mener cette lutte? Eh bien, ma réponse en 3 mots. Premier mot, éduquer. Deuxième mot, convaincre. Troisième mot, instituer. J'entends par éduquer, restaurer la conscience de l'histoire longue de l'Afrique, dans toute Africaine, dans tout Africain. On peut le faire par la voie des réseaux sociaux, on peut le faire par la voie des médias mainstream comme le vôtre. On doit le faire par une réforme progressive de nos systèmes et de nos programmes éducatifs. Éduquer. Parce que c'est dans la tête que ça se passe, comme le dit souvent le président élu du Cameroun, le professeur Maurice Kamto. C'est dans la tête que ça se passe. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la tête des Africains, on les a dépotentialisés, on les a zombifiés, on leur a fait perdre confiance en eux-mêmes. On leur a fait perdre la capacité de faire ce que vous et moi faisons maintenant. Nous discutons d'Afrique et nous n'avons besoin de l'autorisation de personne pour le faire ensemble. Deuxième moment, convaincre. Je suis convaincu que lorsqu'on a réussi à amener quelqu'un à considérer comme nécessaire pour lui-même, pour ses enfants, pour ses parents, pour son pays et pour le monde, un combat pour la justice et la vérité, on a le meilleur ou la meilleure des citoyennes possible. Donc, il nous faut faire un travail de conviction. Au lieu du suivisme moutonnier, du militantisme frelaté, du militantisme par achat de conscience, nous devons réussir à générer des mouvements politiques ancrés dans, effectivement, la conviction. Donc, des gens qui savent. Il faut qu'il y ait des millions de Franklin Nyamsi, des millions de Jules Domché. Il faut que nous œuvrions à faire passer la confiance que nos parcours individuels ont révélé en nous, à la faire passer dans les autres. C'est pour ça que j'apprécie par exemple les courtes vidéos dans lesquelles vous donnez des éditoriaux extrêmement éclairants pour l'Afrique de ce temps. Chacun doit se demander, à partir de son angle de compétence, ce qu'il peut faire pour être cloné, ne serait-ce que pour tout ce qui est utile pour le continent. Alors, je pense que cette conviction-là est décisive et elle passe par le modèle, elle passe par l'exemple. Enfin, instituer. Nous avons à instituer la liberté africaine. Ça commencera par la restauration des valeurs de civilisation africaine. Pour moi, la plus importante de toutes, c'est la solidarité. Toutes les institutions politiques, économiques, sociales africaines doivent être construites pour préserver la solidarité sociale. C'est comme ça que pendant 4000 ans, eh bien, nos ancêtres, les plus glorieux, ont tenu la tête du monde. Ils avaient bâti une société de haute connaissance, vérité, et une société d'égalité à tous les niveaux, justice. Solidarité au sommet du triangle, à la base, vérité et justice. Nous devons restaurer des sociétés de solidarité, de vérité et justice, des sociétés maatiques sur tout le continent. On n'aura même plus besoin d'appeler ça des démocraties. Parce que le principe démocratique a quelque chose de flou pour un Africain suffisamment enraciné. Il dit que la vérité vient du peuple. Ce n'est pas vrai. Vous rassemblez une masse de personnes, vous leur demandez
d'adopter une opinion, ça ne fait pas de cette opinion une vérité. La masse n'est pas critère de vérité. Pour qu'il y ait la vérité, il faut qu'il y ait de la connaissance. Pour qu'il y ait la vérité, il faut qu'il y ait des gens qui veillent à ce que la connaissance ne soit pas utilisée pour dominer. Donc il faut qu'il y ait de la justice. Donc nous avons un modèle de civilisation qui privilégie la solidarité sociale et la vérité-justice par rapport à ce qu'on appelle la vox populi. Et qui est en réalité une formidable escroquerie de l'aristocratie intellectuelle occidentale quand elle voulait passer de la monarchie, des monarchies du Moyen-Âge et du début des temps modernes aux républiques du 18e, 19e siècle. Ils ont créé le système représentatif. Et les élites aristocratiques et bourgeoises qui maîtrisent les mécanismes électoraux, la parole publique, les médias, etc., grâce à ce système-là, se reproduisent. Donc ce qu'on appelle la démocratie, en fait, c'est le régime représentatif. Il y a un chercheur français, Bernard Manin, qui a fait un très bon travail là-dessus, montrant que ce qu'on nous appelle en Afrique démocratie ne correspond pas à ce que dans la Grèce antique, on entendait par démocratie. Parce que rendez-vous compte qu'on tirait dans la Grèce antique, le président, ou je ne sais pas, le juge, le maire, on le tirait au hasard. Imaginez qu'on dise au Cameroun, on va prendre, mettons, tous les Camerounais en âge de présider à l'État, on va prendre leur nom, on va les mettre dans une urne électronique et on va tirer au hasard celui qui est président pour 5 ans. Vous imaginez un tel principe? Or, c'est ça qu'on appelait démocratie dans la Grèce antique. Or, aujourd'hui, le régime représentatif qu'on veut nous imposer a montré clairement ses limites. Donc, refondation d'institutions de solidarité, de vérité, justice. On aurait toute une nuit pour déployer ce programme. Merci beaucoup Franklin Nyansi d'avoir accepté de nous accorder cette interview ici à Bamako. On va la poursuivre, hein. Voilà. Je ne vous lâcherai pas. Non, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé, dont on aura l'occasion de parler. C'était un réel plaisir de vous trouver dans cette ville symbolique, dans ce pays éminemment symbolique. La capitale de l'Afrique. Voilà. Madame, monsieur, c'était un plaisir d'être à votre compagnie ce soir. Prenons rendez-vous pour cette spéciale Mali très prochainement avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous. Si j'étais à Assimi Goïta, là où nous sommes, je vais essayer de faire face à cette transition. Comment? Essayer de raccourcir, de faire un délai au maximum de 18 mois pour la transition, afin d'asseoir les bases d'une république, afin de faire des réformes majeures pour ces pays-là. Mon colonel Assimi, ce que moi je demande de vous, et ce que je voulais de tout mon cœur, que vraiment vous continuez sur la lancée, sur le chemin que vous avez tracé. Ce sera pour aujourd'hui et pour demain, pour nos enfants. Donc, moi quand même, je te souhaite bonne chance et à tous tes compagnons, ne baissez pas les bras. Si j'étais Assimi, je continuerai ma lutte contre le terrorisme au nord et je continuerai à assumer la présidence de ce pays. Vu que le peuple me le demande, pendant 5 ans je le ferai et sans recul. Je n'écouterai personne pour ce mandat. Je le ferai et j'assumerai. Je ferai sortir ce pays de ce trou. Je ne recule devant rien. Je continue ma marche vers la lutte contre le terrorisme et je ferai de mon mieux pour que le pays sorte de ce gouffre. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Vox Africa. Nous sommes toujours au Mali dans le cadre de cette spéciale Mali et nous recevons aujourd'hui Choguel Maïga qui est le Premier ministre du Mali. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors je vais commencer par l'actualité. C'est les négociations qui ont repris avec la CEDEAO. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Où est-ce qu'on en est? Je crois qu'après la dernière mission de l'Union africaine, et surtout après qu'au niveau de la CEDEAO, je crois que le constat a été fait que les sanctions ne sont pas la solution. Et on est aujourd'hui tous dans une dynamique de négociation. Nous avons une équipe technique qui a travaillé au niveau du gouvernement. Nous avons le calendrier en tête et sur papier, les éléments justificatifs du calendrier, du chronogramme de la transition.
Et nous avons un niveau politique où ce calendrier va être éventuellement validé avant d'être soumis à l'appréciation de nos partenaires de la CEDEAO. Alors, l'ancien premier président du Nigeria, Goodluck Jonathan, vient d'effectuer un séjour ici à Bamako, où il y a eu un certain nombre d'échanges. Est-ce qu'on peut savoir, c'est quoi la proposition de la CEDEAO? Parce que Goodluck Jonathan est venu avec une proposition de la CEDEAO. En fait, je crois qu'il est arrivé avec des informations, mais qui n'étaient pas les résultats des discussions. Il est venu avec une proposition. Il semblerait que il a été dit que nous discutions sur la base de 12 à 16 mois. Il se trouve que ce n'est pas ce qui a été discuté entre notre équipe et l'équipe de médiation technique qui est sur place. Alors, lorsque cela lui a été dit par le président, je crois qu'il a estimé qu'ils attendent que les équipes techniques avancent dans les discussions. Et je crois que dans quelques jours, nous allons leur revenir. Et lui aussi, il a promis qu'il reviendra au Mali. Donc, pour qu'on se comprenne bien, pour que ceux qui nous regardent comprennent bien, quelle est la position du gouvernement aujourd'hui? Quelle est la durée? On a parlé un temps de 5 ans, après 4 ans. Aujourd'hui, dans le document technique qui est prêt, c'est quoi la durée que le gouvernement demande? Nous voulons toujours expliquer à nos amis, à nos partenaires, aux Africains, aux Maliens, que les durées que nous avons proposées ne sont pas venues du néant. Il y a une contradiction fondamentale entre nous et la CEDEAO, mais je crois que maintenant, tout le monde est revenu à la raison. C'est que pour nous, la transition ne peut pas se limiter uniquement et exclusivement à des élections. Il faut s'interroger sur les conditions, les causes de la survenue de cette transition. D'un pays à l'autre, les conditions de survenue de la transition diffèrent. Et si on ne traite pas les causes de la rupture de l'ordre constitutionnel, mais qu'on fasse juste des élections, on risque d'avoir la situation suivante. Au Mali, nous avons fait des élections pendant 30 ans. On a chanté partout l'exemple démocratique malien. Mais si vous interrogez les Maliens aujourd'hui, ils pensent exactement le contraire. Donc ça veut dire que les élections à elles seules ne peuvent pas régler les problèmes du pays. Le changement intervenu au Mali est issu d'une insurrection populaire qui a duré des mois, avec plusieurs morts, y compris dans les lieux de culte. Et il y avait 5 exigences à la base. Le peuple insurgé disait, c'est à la suite de la falsification des résultats des élections législatives de mars-avril 2020 que le soulèvement est parti. Parce que le gouvernement, qui était déjà décrié par la population depuis 2018, s'est maintenu par des manipulations en 2018. Il y a eu un soulèvement pendant 18 mois. Là même, CEDEAO avait intervenu avec une délégation de haut niveau conduite par le ministre nigérian des Affaires étrangères. Et la CEDEAO avait prescrit de façon spécifique qu'on ne doit plus organiser d'élections au Mali sans faire des réformes substantielles, des réformes de fond sur des questions qui divisaient la société. Octobre 2018. L'ancien gouvernement n'a pas voulu faire ces réformes. Et c'est à l'issue donc de cet entêtement qu'il a organisé les législatives auxquelles les Maliens ont participé massivement. Et là aussi, les résultats ont été falsifiés. Ce qu'on appelait le 3e tour. Dans notre constitution, les élections, c'est 2 tours. Un 3e tour a été organisé au niveau de la Cour constitutionnelle. Pour ainsi dire, on a inversé les résultats. Donc le soulèvement est parti de la falsification des résultats des élections. Et donc le peuple insurgé exigeait, après le changement de régime, de mettre un organe unique indépendant pour organiser les élections. Première exigence. La deuxième exigence, c'est que nous avons l'impunité et la corruption qui ont désarticulé, déstabilisé notre société, désarticulé l'État, désarticulé notre système de défense. Vous êtes des journalistes, peut-être beaucoup ne savent pas, il y a des disparitions forcées de journalistes au Mali. Des journalistes qui ont disparu et les personnes soupçonnées étaient proches du pouvoir. La justice a été empêchée de faire le travail. Et donc les Maliens disent qu'ils ne peuvent pas accepter
ce qui se passe dans certains pays africains où on tue les gens, il n'y a aucune suite. Donc le peuple dit il faut que le régime change et que des enquêtes approfondies soient menées pour identifier les auteurs de ces disparitions forcées. Et ensuite, nous sommes en guerre. Nous avons 20 à 25% du budget national consacré à l'effort de guerre. Je précise qu'avant l'avènement au pouvoir de l'ancien régime, de l'ancien président, paix à son âme Ibrahim Boubacar Keïta, en 2013, le gouvernement de transition qui a organisé aussi les élections sous la pression sans faire aucune réforme, avait estimé que pour redresser l'armée, il faut un budget de 400 milliards de francs CFA pour mettre en œuvre ce qu'on appelait la loi d'orientation et de programmation militaire, la LOPM. Le nouveau pouvoir venu, installé, a réévalué à 1230 milliards. Ce montant a été alloué à l'unanimité par le peuple malien, même les députés de l'opposition ont voté. Parce que pour les Maliens, la sécurité n'a pas de prix. Qu'est-ce que nous avons constaté? Tous les moyens importants. Nous sommes un pays très vaste, 1 241 000 km². Si vous n'avez pas la suprématie dans les airs, vous ne pouvez pas, avec des véhicules, parcourir le territoire. Et donc, nous avons dit qu'il faut équiper l'armée massivement, notamment en vecteur aérien. Des hélicoptères de combat, des avions de reconnaissance, des avions de transport, des hélicoptères de transport. Là aussi, curieusement, les fonds alloués ont été détournés à grande échelle. Je donne 2 à 3 illustrations pour que très vous rapidement, pour parce que que vous je voudrais qu'on revienne sur la durée. Pour que vous compreniez très bien. Oui. Les grands détournements. Vous avez 6 hélicoptères qui ont été achetés. Au finish, on a 2 hélicoptères qui fonctionnent 2 mois. On se rend compte que c'est des hélicoptères d'occasion. Des avions, la même chose. Les transports. Bref. Il y a eu des détournements massifs. On connaît que cette affaire a fait scandale. Donc le peuple dit lutte contre l'impunité et la corruption. Deuxième exemple. La troisième exemple, il faut des réformes politiques profondes. La quatrième, il faut la défense du territoire et enfin les accords de paix. Donc, si on veut... Mais on fait ça dans quel cadre? Parce qu'on ne peut non plus donner un mandat indéterminé à la transition. Non, ce n'est pas indéterminé. Il faut encadrer. Vous savez, on a encadré tous les délais que nous avons soumis ont été justifiés. Aujourd'hui, nous avons un chiffre. Vous ne nous avez pas encore donné votre chiffre. C'est quoi le chiffre que bien sûr que c'est pas. Je crois que vous comprenez bien que c'est pas à la presse que je donnais la primeur de l'information. C'est dans les mains de notre équipe de négociation. Ce qui est certain. C'est moins de 4 ans. Bien sûr que c'est 4 ans et en dessous. C'est moins de 4 ans. D'accord. Moi, on sait que c'est 20 ans. Ça, c'est très clair. En fait, la CEDEAO n'a pas voulu négocier avec nous. Ils ont décidé, en violation de la réglementation de la CEDEAO, parce qu'il y a cet aspect sur lequel beaucoup n'insistent pas. L'embargo est illégal. Il n'y a aucun texte de la CEDEAO qui a prévu l'embargo. Il n'y a aucun texte de l'UEMOA qui a prévu la Banque centrale, qui a prévu le braquage des biens du Mali. Il n'y a aucun texte de l'ONU, au contraire, qui interdit. Donc, on a pris des mesures illégales, soit disant qu'on veut instaurer un régime démocratique. Justement, on a vu ces mesures-là et j'ai envie d'avoir vos commentaires. Il y a une curiosité qui nous a interpellés. Quand la CEDEAO a pris ses sanctions, la France a suivi, notamment la compagnie aérienne française Air France avait décidé de ne plus venir à Bamako, mais très récemment, elle a repris ses vols. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Vous savez, quand cet embargo a été pris, nous avons tout de suite dit que c'est sur commande de l'extérieur. Parce que vous aurez remarqué depuis un certain temps, chaque fois, c'est les autorités françaises qui annoncent qu'il y aura à telle date un sommet de la CEDEAO, il y aura des sanctions, le lendemain l'Union européenne va sanctionner. Et lorsque la CEDEAO a pris cet embargo, la France n'était pas concernée. C'est les autorités françaises qui ont débarqué les Maliens à l'aéroport de l'avion alors qu'ils avaient déjà leur carte d'embarquement, par 2 fois. Ils ont suspendu. Nous leur avons donné 72 heures par écrit pour confirmer oui ou non vont-ils continuer à desservir Bamako. Si dans 72 heures il n'y a pas de réponse, nous allons affecter ces couloirs-là à d'autres compagnies qui sont demandeuses. Ils ont répondu qu'ils sont preneurs. Nous avons constaté une semaine après encore que les vols ne repreneraient pas. Là, nous avons donné 10 jours. En 10 jours, s'ils ne reprenaient pas les vols, nous allons affecter ces lignes-là définitivement. Heureusement que, je crois qu'à la haute direction, il y a eu des débats
Ils sont revenus en écrivant, les vols ont repris maintenant. Sauf que je crois qu'il y a beaucoup d'argent qui a été perdu pour rien. Sinon, il n'y a pas d'embargo. Mais comment comprendre que la France, qui selon vous instrumentalise la CEDEAO, viole les sanctions entre autres en réalité, parce que la France a repris les vols. Pourquoi les compagnies de la CEDEAO ne reprennent pas? Tout simplement. Puisque la France, qui est censée être commanditaire, a dit, bon, écoutez, en réalité, le Mali est de nouveau fréquentable, on peut... Je pense, vous savez, l'embargo là a été pris pour assommer les autorités maliennes, les déstabiliser, les renverser. Sinon, la France n'était pas concernée, Air France n'était pas concernée par ce embargo. La France n'est pas un pays de la CEDEAO, elle n'était pas concernée. Mais je crois que là-bas, les gens sont raisonnables. La direction d'Air France a fini par dire aux autorités politiques françaises qu'ils sont en train de perdre de l'argent pour rien. Si maintenant les chefs d'État africains ne sont pas arrivés à cette conclusion, les populations souffrent, les compagnies souffrent. Bon, je pense que c'est à eux d'apprécier. Nous pensons que cet embargo fait du tort et au Mali et aux pays africains. Alors, les Français l'ont compris d'ailleurs en ce qui concerne. Ça va durer encore combien de temps ces sanctions? Parce qu'il faut à un moment donné que le peuple malien, et pas seulement, parce que cet embargo ne pénalise pas que le Mali, mais d'autres pays de la sous-région. Comment on fait? Parce que si ça commence à durer, ça va faire réellement problème. Vous pensez qu'il faut combien de temps? Il faut attendre encore combien de temps? Je pense que très rapidement, en tout cas pas de notre faute, très rapidement, même cette semaine, nous on est prêts à tout moment, parce qu'on a fini à notre niveau d'élaborer notre stratégie de négociation et le chronogramme minimum qu'il faut pour faire un minimum de réformes, pour qu'on ne retombe pas après les élections dans une insurrection ou encore un retour de l'armée. Nous avons ça en tête. Et si la CEDEAO vient même aujourd'hui, je crois que les équipes de négociation sont en cours parce qu'il y a une équipe pluridisciplinaire composée de la CEDEAO, de l'Union africaine, de la MINUSMA, de tous les partenaires qui discutent. Je crois personnellement que ça ne doit pas tarder. Aujourd'hui, tout dépend de la volonté des chefs d'État de la CEDEAO. De notre côté, il n'y a aucun problème. Nous sommes prêts à discuter, nous sommes certains que nous allons... Mais quand vous parlez des chefs d'État, il y en a un qui s'est beaucoup illustré, c'est le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, parce que certains ont remarqué qu'il y a comme un deux poids, deux mesures entre la gestion de la transition au Mali et dans d'autres pays. Le Burkina, c'est tout récent, mais il y a la Guinée. Et à la réponse d'Alassane Ouattara à cette question, il a dit, notamment chez nos confrères de RFI et France 24, que ceux-là, on les observe. Pourquoi, selon vous, il y a deux traitements entre qu'on soit dans la transition malienne et qu'on soit dans la transition guinéenne et burkinabé? Je pense que certains ont des contentieux particuliers. C'est ce que nous pensons, parce qu'on fait le constat aussi de deux poids, deux mesures, qui ne se justifient pas du reste. Parce que je crois que le président Ouattara, en tout cas ce que nous pensons, n'a pas de problème particulier avec le Mali. Mais je crois que c'est une erreur d'appréciation qui a été faite. Et notre conviction, on peut se tromper, c'est qu'en fait, il y avait une volonté de renverser le gouvernement de transition. Mais pourquoi? Pourquoi forcément renverser? Pourquoi ne pas renverser ce gouvernement de transition en Guinée, par exemple? Ce gouvernement qui est là il y a déjà un moment. Je ne vais pas parler des autres, mais je constate seulement qu'il y a beaucoup de faits que nous mettons bout à bout. Vous savez que beaucoup d'actions sont menées en direction du Mali, sur lesquelles on ne fait pas beaucoup de publicité. Et nous avons vraiment le sentiment, vous avez vu cette vidéo qui a fait sourire tout le monde, où un prétendu homme politique se déclare président de la transition du Mali, mais il est installé où? Il est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Pourquoi on ne l'interpellerait pas? Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais je pense que tout ça, ça doit relever du passé. Parce que je crois que le peuple ivoirien, le président lui-même et les autres chefs d'État, je ne crois pas qu'ils aient un intérêt particulier à faire souffrir le peuple malien qui est déjà dans cette situation difficile. Et d'ailleurs, logique pour logique, j'ai écouté le président Ouattara sur les chaînes européennes se plaindre, à raison d'ailleurs. Il disait aux Européens que ceux qui refuseraient d'acheter leur cacao, au motif qu'ils ont fixé des normes qui ne sont pas les leurs, ils chercheraient d'autres partenaires. Mais c'est exactement ce que le Mali a fait. Sauf que c'est en matière de défense, les populations mouraient par centaines, des villages sont exterminés.
le terrorisme s'est étendu du nord, de l'extrême nord à tout le Mali. Et nous avons décidé de changer de paradigme, de varier les partenaires. Ouais. Je pense que tout notre problème est venu de là. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous avez écrit récemment un livre sur la rébellion au Mali, parce que plusieurs Africains de loin, et même des Occidentaux, pensent que le seul problème au Mali, c'est le problème du terrorisme, qui, soit dit en passant, est plutôt récent par rapport au mouvement rebelle. Vous avez fait ce livre, La rébellion au nord du Mali, des origines à nos jours. Est-ce que vous pouvez, très brièvement, parce qu'on n'a pas assez de temps, nous planter un peu le décor? Qu'est-ce que vous démontrez concrètement dans ce livre? Et d'où vient cette rébellion, pour faire un peu d'histoire? En fait, je ne vais pas remonter trop dans l'histoire, je prends juste 2012. Tout ce qui est dit dans ce livre est documenté, c'est des écrits. En 2012, nous avons des officiels, des débats au Sénat, à l'Assemblée nationale, des hommes politiques de premier plan qui ont envisagé la partition du Mali. C'est documenté, c'est dans le livre. Vous avez le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, le dernier ministre, c'est Alain Juppé, qui a dit sur les chaînes françaises, c'est documenté, c'est dans le livre, de mémoire, je crois que c'est sur la chaîne LCI, disons la chaîne iTélé, récemment je parlais de LCI, mais je crois que c'est une erreur, où il dit que son dernier voyage au Mali, j'ai parlé récemment de mars, mais en fait c'est en janvier 2012 qu'il est venu au Mali, qu'il a demandé au président ATT, Amadou Toumani Touré, de donner l'autonomie aux Touaregs. C'est lui qui le dit sur une chaîne française. Les mouvements rebelles eux-mêmes, les hauts dirigeants ont dit, c'est documenté, c'est dans le livre, que c'est la France qui leur a dit qu'il va les aider à diviser le Mali et créer un État. Mais après, ils ont compris qu'ils ont été utilisés dans un agenda qui n'est pas le leur. Ça, c'est un. Surtout ce qui a amené les Maliens à s'interroger, je crois que tous les hommes de bon sens le comprennent, c'est qu'en 2013, le président de la transition a saisi le gouvernement français d'une lettre pour dire de venir au secours du Mali qui était menacé d'être envahi par la horde des terroristes. Dans cette lettre, il était dit demande d'appui aérien et en renseignement. Il n'était pas prévu des militaires français au sol. Et on est resté dans ce cadre. L'armée française a effectivement aidé l'armée malienne qui a libéré la ville de Konna, Gao, Tombouctou. Mais arrivé à la porte de Kidal, c'est l'armée française qui a barré la route à l'armée malienne. Je pense que ça, c'est la mère des foudres. Parce qu'à partir de ce moment, les Maliens se sont dit, mais attention, quand on a lancé l'opération Serval à la demande du Mali, disait-on, François Hollande avait dit que l'opération Serval avait 3 objectifs. 1, détruire le terrorisme. 2, restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. 3, faire appliquer les résolutions des Nations Unies. 9 ans après, le terrorisme qui était confiné à l'extrême nord a envahi les 80% du territoire. À la date d'aujourd'hui, il y a des parties du territoire où l'autorité de l'État ne s'exerce pas. Les résolutions des Nations Unies sont d'accord, M. le Premier. Mais la question, c'est cette rébellion qui existe, qui a des velléités sécessionnistes. Comment on traite ce problème-là en même temps que la question du djihadisme? Parce que finalement, il y a une forme de confusion. Actuellement, je pense que les mouvements séparatistes d'alors, avec une partie de ce qu'on a considéré comme des mouvements terroristes, se sont ressaisis. Ils sont aujourd'hui dans une nouvelle plateforme qui s'appelle la coordination des mouvements de l'Azawad, qui ont fait un accord avec l'État malien qu'on est en train d'appliquer. Le fameux accord d'Alger qui a divisé en cause. Non, en fait, dès le départ, tout le monde savait que cet accord a été imposé à l'État malien. Mais ça arrive dans l'histoire, ça a été négocié en position de faiblesse. Mais nous essayons avec nos frères du Nord de l'appliquer de manière à ce que les velléités sécessionnistes soient abandonnées de part et d'autre. Et faire en sorte que les revendications qui ont un caractère démocratique, les revendications qui ne peuvent pas conduire à la partition du Mali soient prises en charge. Je crois que c'est dans ce processus que nous sommes aujourd'hui. Mais vous voyez, Monsieur le Premier ministre, je suis sûr que vous êtes très informé. Vous voyez que de plus en plus, comme par hasard, on a de plus en plus de vidéos de propagande
de ces mouvements-là qui circulent sur les réseaux sociaux avec des drapeaux qui ne sont pas ceux du Mali. De plus en plus, et je crois que ça s'est accentué depuis l'annonce du départ de la France. Bon, nous comprenons tout ça, mais nous parlons avec nos frères. Nous leur disons que notre intérêt à nous tous, c'est de nous concentrer sur les intérêts de notre pays. Nous ne devons pas être victimes des calculs géopolitiques de puissances étrangères. Ils ont fait les frais une première fois. Je crois à la date d'aujourd'hui, majoritairement, nos frères du Nord, moi je suis du Nord moi-même, sont dans une logique d'application positive, intelligente de l'accord pour éviter toute velléité, toute situation qui pourrait conduire à moyen à long terme la partition du Mali. Une fois que cela est évité, sur tout le reste, nous pourrons nous entendre. Alors, il y a justement un problème, et on va sortir par là, c'est au niveau des relations internationales. On sait déjà qu'avec la France aujourd'hui, c'est une relation pour le moins houleuse. Et le reproche qui est fait aux autorités de la transition, c'est d'avoir dealé, j'utilise le mot dealé à bon escient, parce que justement, on vous reproche de travailler avec des mercenaires russes. On entend ça de plus en plus. Et l'un des signataires de l'accord d'Alger est revenu après vos sorties sur RFI France 24 avec Alain Foucault pour dire, contrairement à ce que vous dites, lui, il pense que justement, il y a Wagner au Mali. Qu'est-ce que vous répondez à cela? De toutes les façons, on veut nous entraîner dans une bataille géopolitique qui n'est pas la nôtre. Nous ne sommes pas dans les bagarres entre la France et la Russie. Nous avons dit que notre peuple est en train de mourir depuis 9 ans. Des villages entiers sont en train de disparaître de la terre. Alors que nous avons Serval, Barkhane, Takuba, G5 Sahel, et Cap Mali, et UTM. Nous avons dit qu'il faut changer de paradigme. Il faut diversifier nos partenaires. C'est ce qu'on ne nous a pas pardonné. C'est tout. Maintenant, le reste, il faut avoir une stratégie de diabolisation du gouvernement pour le faire rejeter d'abord par la communauté régionale et ensuite par la population. La coopération avec la Russie. Mais vous avez vu, si on cachait, on a vu des avions cargo atterrir au Mali. Quand l'armée française a laissé l'emprise de Tombouctou, le lendemain, un avion cargo a atterri avec du matériel, avec des instructeurs. Si on avait caché, oui. Maintenant, quand maintenant les Français disent non, ça, ce n'est pas des Russes, ce n'est pas à travers la coopération russe, c'est Wagner. Mais ça, c'est leur affaire. Nous, on n'a jamais pointé comment on l'appelle, la Légion étrangère française. On ne l'a jamais pointé comme étant des mercenaires. Pour nous, ils viennent dans le cadre de la coopération française. Mais on essaie de nous diaboliser. Mais regardez cette histoire de l'ambassadeur. Est-ce que vous savez que depuis 2 ans, il n'y a pas d'ambassadeur du Mali en France? Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'un jour, le Sénat, dans sa grande magnanimité, le Sénat français a décidé d'écouter les ambassadeurs des pays du G5 Sahel. Qu'est-ce qu'ils pensent de Barkhane, de ce qui se passe? Et l'ambassadeur du Mali a commis le crime, entre guillemets, après avoir dit tout le bien qu'il pense de l'armée française, de dire, mais attention, vous avez des éléments de la Légion étrangère qui ont des comportements un peu orthodoxes, qui ne sont pas bien pour l'image de l'armée française. Il a donné quelques détails. Savez-vous qu'après avoir dit ça au Sénat, quelques heures après, le président a été sommé, menacé de le relever. Le même soir, le ministre des Affaires étrangères a pris un avion pour aller présenter ses excuses. Et l'avion qui a amené le ministre, l'ambassadeur est venu dans cet avion. Et depuis, on n'a pas d'ambassadeur. Non, on n'a pas fait beaucoup de bruit. Mais peu de Français le savent. Les Africains ne le savent même pas. Vous savez, chaque État a sa stratégie. Est-ce que vous savez que parmi les militaires de l'opération Barkhane, les forces extérieures françaises, il y a ce qu'on appelle la Légion étrangère. Bien sûr. C'est quoi? C'est des gens qui viennent, ils font la guerre, on les paye. Au Mali, on en a vu. Il y en a d'ailleurs en fin de mission. Ils ont contacté certaines sociétés ici pour être utilisés dans les sociétés de sécurité. Mais personne n'a crié haro sur la France. Nous ne connaissons pas cette histoire de Wagner-là. Je dis, à la date d'aujourd'hui, c'est les autorités françaises qui utilisent dans leur discours politique les éléments de langage pour diaboliser notre coopération avec la Russie. Mais le groupe Wagner, c'est un groupe qui est réel. De toute façon, la preuve, c'est qu'on l'a vu opérer en Syrie. On pense aussi qu'elle est en République centrafricaine. Vous savez, même si le gouvernement russe et le gouvernement malien... Vous croyez que c'est un groupe
de mercenaires qui vont faire atterrir un cargo avec 4 hélicoptères. Non, on parle du double jeu, ça veut dire qu'il y a un côté officiel et un côté officieux. Mais il n'y a pas de double jeu, c'est eux qui le disent. Et puis, moi je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que le gouvernement malien, et c'est ce que les autres veulent de nous, devait assister, impuissant, depuis 10 ans, des villages disparaître de la scène, des milliers de personnes tuées. Et on nous dit, vous avez l'armée malienne, vous avez Barkhane, vous avez Takuba, vous avez G5 Sahel, vous avez ECAP Mali, vous avez EUTM. La gangrène ne fait que continuer. Ce qui allait arriver, pourquoi nous on a fini par s'interroger? On s'est dit, nous sommes à responsabilité aujourd'hui, on a trouvé un lourd héritage qu'il faut gérer. Si nous ne faisons pas attention, qu'est-ce qui va arriver? On a dit élection, on organise les élections depuis 30 ans au Mali. La situation ne fait qu'empirer. Ça montre que l'élection à elle seule ne règle pas les problèmes. Nous avons vu en Afghanistan, après 20 ans de guerre, après toute une armada de forces internationales, un jour, les forces internationales ont décidé de partir. Et on a vu les Afghans, avec l'énergie du désespoir, s'accrocher au train d'arrêtage des avions pour partir. Mais on s'est interrogé, est-ce qu'on doit rester? Est-ce que ça va arriver au Mali? Nous avons vu ici, en Libye, une résolution a été prise pour protéger Benghazi des bombardements du gouvernement libyen. La communauté internationale, en tout cas les forces de l'OTAN, ont outrepassé pour aller organiser l'assassinat du président. Et donc, un homme responsable, nous nous sommes interrogés. Et qu'en est-il des pays africains? Parce que quand on parle de partenariat, on va toujours chercher en Occident, en Asie. Quels sont les pays africains aujourd'hui qui soutiennent le Mali officiellement? Je ne parle pas de la société civile, parce qu'il y a effectivement une société civile africaine qui s'est mobilisée. Mais à côté, quels sont les chefs d'État ou les chefs de gouvernement qui vous montrent une forme de... Vous savez, quand l'embargo a été pris, nous avons quand même 3 pays amis que je voudrais remercier, on ne cessera jamais de les remercier, le gouvernement guinéen, le peuple guinéen, le gouvernement mauritanien, le peuple mauritanien, et notre grand ami, le peuple et le gouvernement algérien, qui ont dit clairement qu'ils ne vont pas appliquer cet embargo-là, et qui essaient d'aider beaucoup plus à trouver des solutions que les sanctions. Nous savons aussi que même au sein de la CEDEAO, il y a beaucoup de pays amis, c'est à eux de rendre public ce qu'ils font. Vous savez qu'en matière de diplomatie, tout ne se règle pas sur la place publique, mais je sais qu'il y a beaucoup de pays qui s'activent aujourd'hui, qui font beaucoup d'efforts pour que nos positions puissent converger. Et d'ailleurs, le nouveau président en exercice de l'Union africaine, le président Macky Sall, l'a dit récemment, je l'ai entendu dire que cette crise-là pèse tout le monde, qu'il souhaiterait qu'elle soit résolue, qu'il se déplacerait même au Mali si c'est nécessaire. J'ai dit, mais bravo. Le président ghanéen, vous parlez de 12 mois qui nous sont proposés, il en a parlé, mais on pouvait dire tout ça avant les sanctions. Aujourd'hui, pourquoi ils avaient besoin d'aller à Paris pour nous dire ça? Ils auraient pu venir à Bamako, envoyer une délégation, dire écoutez, ce que vous avez proposé ne convient pas, mettez-nous à table, démontrez-nous pourquoi telle période. La question fondamentale, je vous dis, c'est que la CEDEAO voulait ramener les élections, la transition à un processus purement électoral, j'allais dire électoraliste. Nous avons dit non. Il faut faire des réformes structurelles pour que 4 coups d'État comme on a eu en 30 ans, on puisse les éviter, que ce soit probablement la dernière intervention de l'armée sur la scène politique. Et il faut sécuriser. On a 80% du territoire où on ne peut pas vivre. Ça, vous l'avez déjà Même les chefs de parti, les quelques-uns qui disent faisons les élections, il n'y a aucun chef de parti, aucun candidat qui peut aller faire campagne sur lui. Mais les élections la serviront à quoi? Alors, terminons avec cela. La France a annoncé qu'elle part, elle n'est pas encore partie. On savait que vous n'étiez pas d'accord avec le calendrier de départ proposé par la France. Et première question, qu'en est-il de ce calendrier? Est-ce qu'ils vont partir dans 4 ou 6 mois comme ils ont dit? Ou est-ce qu'ils partiront plus tôt? Deuxième question, ils vont, mais pour aller chez le voisin, tout près. Ils ont annoncé qu'ils allaient au Niger. Comment est-ce que vous percevez ça? Vous savez, il est bon que je recadre les choses. Il y a une certaine campagne qui tend à faire croire que c'est nous qui avons demandé à la France de partir. Non, ça, on vous l'a suivi sur la question, on est d'accord. Non, c'est la France qui a annoncé, parce qu'il y a une nouvelle direction politique qui ne leur convient pas, qu'ils vont partir.
le 3 juin et le 10 juin, de façon unilatérale. Mais vous n'avez rien fait non plus pour les retenir. Non, mais on ne peut pas les retenir. De toutes les façons. Ils avaient peut-être besoin d'être courtisés, que vous leur Oui, mais courtisés encore, on a un accord bilatéral. Si vous décidez qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, on s'assoit, on lit l'accord, on le relit. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont déchiré l'accord, ils ont décidé unilatéralement de faire ce qu'ils veulent. Nous, à partir de ce moment, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit en ce moment, on s'assoit, on relit l'accord. En tout cas, nous l'avons relit et nous leur avons envoyé notre version de la relecture. Ils l'ont mis dans les tiroirs, certainement en attendant de renverser le régime. Ils l'ont depuis des mois. Maintenant, quand ils ont décidé définitivement annoncer qu'ils partent, nous leur avons dit, mais si vous avez décidé de partir, pourquoi vous prenez 6 mois? Mais partez tout de suite. Après, ils ont dit non, la réalité, je vais vous dire, oui. Ils ne peuvent pas aller tout de suite de toute façon. Parce que les bases qui sont au nord, quand vous partez à Gao, mais c'est une ville dans la ville. Il faut démonter tous ces équipements, il faut déplacer toute cette logistique. Ça ne peut pas se faire en quelques semaines. Donc nous comprenons très bien. Mais comme c'est toujours eux qui disent qu'ils partent, nous disons, mais si vous décidez de partir, il faut partir. Mais après, ils disent non, qu'il leur faut 6 mois. Mais il n'y a pas de problème. Vous êtes d'accord pour les 6 mois? Non, on n'a pas discuté de ça. On a simplement dit, si vous décidez de partir sans nous aviser, mais allez-y. Vous pouvez partir même demain. Ils disent non, ils ne partent pas. Il faut qu'ils se préparent. Moi, je comprends très bien. Je savais quand ils annonçaient qu'ils partaient. Pourquoi ils ont dit entre 4 à 6 mois? Même au bout de 6 mois, vous verrez qu'il y aura encore du travail à faire. Parce que ce n'est pas facile. Un travail d'implantation qui s'est passé pendant 9 ans ne peut pas remettre en cause en 4 mois. Donc moi, je comprends même la frustration des militaires. Parce qu'aujourd'hui, n'ayons pas peur de mots, la France et le Mali sont ennemis. Non. On peut le dire. Si vous voulez rester diplomatique, vous parlerez d'adversaires ou de brouille diplomatique. Mais aujourd'hui, c'est des ennemis. Est-ce que vous pouvez tenir 6 mois avec quelqu'un qui vous manque profondément, qui ne vous aime pas, et vous avez dit à plusieurs reprises qu'il souhaite vous renverser, et les laisser armés sur votre territoire? Non, vous savez, moi je suis convaincu, j'ai écouté l'autre jour le chef d'état-major général des armées françaises. Mon sentiment personnel, c'est que les militaires sont frustrés. Les dirigeants politiques français ont joué avec l'histoire, ils ont joué avec la vie des gens, ils ont joué avec la vie des peuples, ils ont joué avec les relations des peuples. Nous ne pouvons pas être des ennemis à la France. Le peuple français et le peuple malien sont liés par l'histoire. Quand le président Hollande a dit ici en 2013 qu'il payait une dette de sang, est-ce que vous savez que ce jour-là, tous les contentieux qui ont opposé la France et le Mali dans l'histoire, le peuple malien a tourné la page. Mais il y a une forme d'humiliation, d'acharnement des autorités françaises contre les autorités maliennes que le peuple malien n'a pas accepté. L'armée française n'a rien à voir dans ça. Je suis sûr que... Mais l'armée est dirigée par le chef non, de l'armée. L'armée obéit à des ordres. Moi, j'ai bien écouté les discours du chef d'état-major français. C'est complètement différent du discours injurieux des dirigeants politiques, condescendants des dirigeants politiques. Nous ne sommes pas des ennemis de la France. Notre peuple ne peut pas être ennemi de la France. J'ai l'habitude de dire, et je vous le dis, est-ce que vous savez qu'en France, en dehors de la communauté algérienne, les Maliens sont les plus nombreux. Le poids de ces Maliens dans notre économie, les relations entre nous et la France reposent sur l'histoire, mais aussi sur cette communauté. On ne peut pas être un gouvernement responsable et vous mettre contre ce peuple-là. Dans le peuple français, des milliers de personnes, des Français sont morts. Je suis d'accord avec ce que vous dites, monsieur. Donc on ne peut pas dire qu'on est des ennemis. Non, quand on fait le tour de Bamako aujourd'hui, c'est à bas la France. La population a vraiment développé ce sentiment anti-français qui va être difficile de corriger. Non, vous savez, on est un peuple. Mais lorsque, je vous dis, Hollande a dit ici qu'il payait une dette, quand Damien Boite est décédé ici, je vous dis que nous, on est un très grand peuple. On n'est pas un peuple rancunier. Si demain, les choses changent, les dirigeants français arrivent à la raison, que ce grand peuple qui a une longue histoire, il ne faut pas l'humilier. Comme eux, ils ne l'aiment pas. Je vous assure que les relations peuvent être reprises. Vous savez, ce qui est arrivé, les Africains ont travaillé pour libérer la France. Mais ils les ont humiliés. Ils les ont massacrés à Tcharo. Les Américains ont libéré la France. À un moment donné, les Français leur ont dit de partir, mais les Américains ne les ont pas injuriés. La Russie aujourd'hui est en guerre avec l'Europe. Mais il y a une bonne partie de l'Europe qui a été libérée du nazisme par la Russie. Mais il n'y a pas de troupes russes chez eux. Donc il ne faut pas que les dirigeants français
Ce à quoi ils sont habitués, c'est des dirigeants africains qui sont toujours là à accepter tout ce qu'on leur dit, qu'on menace pour faire ce qu'ils ne veulent pas, qu'on intimide, qu'on renverse à toutes les occasions. Ça, nous ne voulons plus de ça. Et il faut qu'ils changent, même si ce n'est pas au Mali, vous allez voir, le temps a changé. Il ne faut pas qu'ils se trompent des peuples, qu'ils se trompent d'époque, qu'ils se trompent des dirigeants. La jeunesse africaine ne veut plus de ces pratiques-là. Alors, c'est aussi simple que ça. Un mot sur le Niger. Le fait qu'ils partent au Niger, ça veut dire en réalité qu'ils ne sont pas partis et que le Mali ne sera jamais totalement tranquille. Non. Quand on sait que la base française a juste bougé pour être à côté. Si leur objectif, c'est de lutter contre le terrorisme, ils peuvent le faire à partir du Niger. C'est eux qui ont demandé à partir. Si nous coopérons avec la Russie, nous disons que la sécurité des Maliens, la dignité de notre peuple, nous ne l'échangerons contre rien. Et le fait qu'ils aillent au Niger, pour nous, ce n'est pas un problème. Le Niger, c'est un pays ami. À partir de là-bas, les relations de lutte contre le terrorisme peuvent continuer, parce que le terrorisme, c'est un ennemi commun. Et donc, nous n'avons pas de problème à ce niveau. C'est-à-dire la stratégie de diabolisation du gouvernement de transition, de son affaiblissement, de le faire rejeter par la population, c'est l'effet contraire qui est arrivé. Ce que vous sentez en ville, ce n'est pas le sentiment anti-français. C'est le sentiment patriotique des Maliens qui disent « Nous n'acceptons pas que ce soit les dirigeants français qui nous disent ce qui est bon pour nous. » C'est tout. L'embargo a été pris pour renverser le régime. Vous savez, dans la bouche de plusieurs dirigeants et quelques relais qu'ils ont ici, quand l'embargo a été pris le 9, ils leur ont dit que dans 10 jours, le régime va être renversé. Mais le peuple malien a dit non, attention. L'embargo a eu l'effet contraire, la mobilisation populaire, la légitimation du gouvernement de transition a été orchestrée par c'est la conséquence de l'embargo. Question, Choguel Maïga. Est-ce que vous ne sentez pas, moi c'est le ressenti de journalistes, qui commence à avoir un peu de l'effritement, que ce n'est plus vraiment l'union sacrée, notamment au niveau du grand mouvement M5. On a discuté en off avec certains qui commencent à critiquer un peu. Est-ce que vous n'avez pas peur que cela s'effrite? Vous savez, il y a un philosophe qui dit que la lutte unie, le pouvoir divise. Quand les groupes arrivent au pouvoir, c'est toujours comme ça, il faut beaucoup de sagesse. Moi, je suis à l'écoute de ceux qui se plaignent, mais ce que je dis à tout le monde, y compris aux dernières réunions que j'ai présidées, j'ai dit le mouvement, le rassemblement des forces patriotiques, le M5 RFP, avait 5 objectifs que je viens de vous citer, justement, autour desquels la transition travaille. Oui. Qu'on me dise un seul objectif que nous avons laissé à côté. Il y a certains qui se plaignent que vous n'êtes pas très inclusif, que vous n'écoutez plus, que vous êtes plus préoccupé par prolonger la transition que par travailler pour les objectifs de la transition. Le débat qu'il y a eu entre nous, c'est des débats à caractère personnel. Certains ont estimé qu'ils n'étaient pas suffisamment associés, qu'ils n'avaient pas de rendez-vous quand ils veulent, leurs préoccupations ne sont pas prises en charge. Voilà ce que j'ai répondu. Il dit à un moment donné, j'avais le choix à faire entre être toujours dans les débats politiques, dans les réunions, les rendez-vous, les désiderata des gens, les ceci et cela, ou me concentrer sur la réalisation des objectifs du changement qui relèvent cette façon des missions de l'État. Les autres, c'est des missions individuelles, des préoccupations individuelles. Effectivement, à un moment donné, le temps physiquement ne suffisait pas. Moi, je suis sur pied tous les jours, de 4h30 à minuit, tous les jours, ça fait 9 mois. Je concentrais l'essentiel de mon énergie sur la mise en œuvre des objectifs du changement. Les autres, c'est des questions personnelles. Nous avons discuté il y a 2 semaines. Je vais aménager mon agenda pour être plus disponible dans les réunions. C'est la première fois certainement qu'on voit au Mali, depuis que je suis Premier ministre. C'est ce que j'ai dit à certains, il y avait des questions de plat. Je n'ai jamais instruit un ministre de nommer quelqu'un. Il a donné la liberté, pour ne pas donner l'impression, la fausse impression qui est collée aux hommes politiques. Ils cherchent les places, ils cherchent l'argent. Je ne suis pas mêlé des marchés publics, je ne me suis pas mêlé des nominations. Il y a des ministères habilités pour cela. Lorsqu'un ministre veut faire une nomination, la seule question que je lui pose, est-ce que le cadre a fauté?
S'il a fauté, on donne les preuves. Ou bien il y a une incompatibilité. Mais là, vous me tendez une perche que je n'espérais pas pour évoquer un sujet, justement, dont votre nom revient, c'est la fameuse affaire des logements sociaux. On vous accuse d'avoir attribué des logements sociaux à vos proches. Bon, vous savez, à un moment donné, ma tête était mise à prix. Chaque 2 mois, on invente quelque chose. Il y a les opposants à la transition. Disons certains, oui, c'est même les assises nationales. Ils ont dit que c'est les assises de Choguel, c'est les assises de la division. Ça, c'est une stratégie de diabolisation qui est élaborée depuis Paris avec des relais. Donc, vous n'avez rien à voir avec... Je n'ai rien à voir avec cela. La preuve, c'est qu'immédiatement, quand on a vu, le matin, j'ai convoqué le ministre pour lui dire que je vois des choses dans la presse. Le ministre était lui-même surpris. Et la décision a été prise par le ministre de corriger. Il dit c'est très simple, pour que ça soit très clair. Je vais dissoudre la commission, mettre une autre commission pour voir plus clair. Toutes les attributions non conformes, sur 1200, 1500, je crois qu'il y a 5 ou 6, nous allons vérifier les circonstances dans lesquelles ces attributions ont été faites et les choses seront faites de façon transparente. J'ai applaudi au ministre, j'ai dit voilà ce que nous demandons, la transparence. Mais on parle d'une enquête qui aurait été ouverte par rapport à ce dossier. Mais bien sûr, l'enquête continue. La commission est dissoute, le ministre va mettre une nouvelle commission, l'enquête va continuer. Les quelques personnes, je dis c'est un petit nombre de personnes qui sont mises en cause. Est-ce que c'est de façon frauduleuse? Est-ce qu'ils n'ont pas rempli les conditions administratives nécessaires? Mais est-ce que vous connaissez des personnes mises en cause? Non, j'ai vu des personnes dans la presse, j'ai même vu le nom... Est-ce que vous avez un lien avec non, j'ai vu le nom de ma fille, ce que je leur ai dit. Ce que j'ai dit au ministre, je ne connais pas comment elle s'est retrouvée là-bas. Elle s'est mariée depuis 6 mois, elle n'est pas chez moi. Elle est avec son mari, ils vivent comme tous les jeunes couples dans une chambre entrée-couchée. Je ne sais pas comment ça s'est retrouvé. J'ai dit au ministre de faire les vérifications nécessaires. Est-ce que vous pensez que dans cette lutte où je suis, avec les idéaux que je porte, je vais me hasarder à aller dans des affaires comme ça? Mais il est possible que des gens, pour me piéger, soient allés voir ma fille. Peut-être naïvement, on lui dit, bon, il y a des opportunités. Elle, c'est une malienne, elle fournit ses papiers, on lui attribue ça, avec l'objectif précisément d'avoir son nom sur la liste. Mais les enquêtes vont prouver comment c'est. En tout cas, on verra ce que l'enquête donnera. Sur 1500 personnes. Et puis du reste, ceux qui ont engendré ce débat, la plupart d'entre eux, c'est des jeunes que je respecte, ceux qui sont sur les réseaux. Mais la plupart de ceux-ci, beaucoup, c'est à travers les logements sociaux qu'ils ont été logés par les anciens gouvernements. Personne n'a trouvé à redire. Il y a des véhicules 4x4 qui appartenaient à l'État. Il semblerait qu'ils ont été donnés à des jeunes qui soutenaient l'ancien régime. C'est pratique, nous n'en voulons plus. Et puis, ce n'est pas parce que quelqu'un est au M5, un jeune est au M5 qui n'a plus droit à rien. S'ils ont acquis normalement 3, 4, 5 personnes, même une dizaine de personnes, sur 1200, est-ce que c'est ça la fin du monde? La vérité, c'est qu'il y a une instrumentalisation pour fragiliser le Premier ministre. Et les Maliens l'ont compris d'ailleurs. Quelques semaines avant, il y avait une autre affaire. Un mois avant, chaque mois, il y a quelque chose sur le Premier ministre. Pour le distraire, pour le fragiliser. Moi, je ne tomberai pas dans ce piège-là. Je suis chevillé aux objectifs de la transition. Mais pourquoi on vous attaque, vous, spécifiquement, selon vous? Non, vous savez, si vous estimez que ce sont des attaques gratuites, pourquoi on vous cible, vous, et pas le président Assimi Goïta, et pas quelqu'un d'autre? Bon, pourquoi Choguel Maïga? Vous savez, c'est une stratégie, tout le monde comprend. Tout le monde sait que toutes ces attaques, in fine, après le Premier ministre, c'est le président qui est visé, c'est juste une stratégie de combat. C'est comme les gens, ils chassent en meute, on isole peut-être celui qu'on pense être le plus facile à atteindre, après l'avoir abattu. Mais la suite, on la connaît. Et je crois que le plus important pour nous, c'est que notre peuple, majoritairement aujourd'hui, est d'accord avec ce que nous faisons. Le jour où le peuple n'est pas d'accord, dans les 24 heures, nous tirons les conclusions. Nous disons toujours, et le président, le centre de gravité de ce gouvernement de transition, de ce pouvoir-là, c'est le peuple. Si demain le peuple dit qu'il n'est pas d'accord avec nous, nous tirons les conséquences. Et enfin, nous sommes des gens lucides, des gens qui ont du discernement. Le pouvoir, il faut le quitter avant qu'il ne vous quitte. Nous savons très bien. Le même peuple, demain, s'il n'est pas d'accord, il va dire aux mêmes dirigeants, je n'en veux plus. Ce jour-là, nous tirons les conséquences. Mais avant, nous allons mettre en œuvre les objectifs. Les Maliens ne sont pas morts pour rien, ils ne se sont pas soulevés pour rien. Nos militaires qui sont morts, notre armée qui a été humiliée, notre peuple, nous voulons leur restituer leur dignité et leur honneur.
Voilà notre combat. Tout le reste, ce n'est que la propagande et puis des attaques gratuites auxquelles je ne réponds pas du reste. Choguel Maïga, merci beaucoup. N'eût été votre interrogation, je n'ai même jamais parlé de ces questions de logements sociaux, parce que c'est pour me distraire en fait. Merci beaucoup d'y avoir répondu. Merci bien. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie du Premier ministre malien Choguel Maïga, avec qui nous avons échangé sur la situation au Mali et sur les relations entre le Mali et l'extérieur. Prenons rendez-vous très prochainement pour ce spécial Mali avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous.